L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle édition de l'entreprise BFM qui, une fois de plus, je l'espère, va vous donner envie d'entreprendre avec bien sûr mon complice Arnaud Legal. Bonjour Arnaud. Bonjour mon cher Philippe. Et vous recevez un complice aussi, vous connaissez bien. Nous le connaissons un peu, effectivement. On reçoit ce week-end Patrick Tello, le fondateur du groupe Harmonia, que vous nous présenterez, Arnaud, dans quelques instants. Je le disais Arnaud, vous nous présentez Patrick Tello, fondateur du groupe Harmonia que vous connaissez bien. Effectivement, parce que Patrick Tello est une figure marquante du monde de l'entrepreneuriat. Et même s'il n'a rien d'un patriarche, il a même gardé sa stature de jeune homme de ce fauteuil dans ce studio. 40 ans d'entrepreneuriat, 40 années d'entrepreneuriat vous contemple. Parce qu'effectivement, ce diplômé de l'ESSEC, ça s'est fait pour vous, mon cher Philippe, s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 1974. C'est l'époque en particulier où il commence à accompagner les maisons de luxe dont il identifie les besoins. Il décide de créer une agence d'intérim spécialisée dans cet univers de la mode et du luxe. Et au-delà, il se rend compte qu'il y a sans doute beaucoup de possibilités de développement en nous jouant les apporteurs de solutions pour d'autres entreprises et dans divers domaines. Apporteur de solutions, cela va donner naissance à ce groupe qu'il porte, dont il est la figure de proue et le fondateur, donc le groupe Harmonia, dont le métier, c'est de faire du multiservice en entreprise. Une palette de métiers, de l'accueil, du service aux occupants, je crois que c'est ainsi que on désigne cela dans votre domaine, mon cher Patrick, des courses, de la sécurité, de l'intérim, de la conciergerie, une palette de marques également, vous connaissez peut-être dans vos entreprises respectives, chers amis, Phone-Régie, Maola, Facilites, Avenir RH. Vous connaissez peut-être un peu moins une pépite dont j'espère que nous aurons le temps de parler, qui s'appelle Musea. Tout ça, c'est un groupe qui pèse quelques 235 millions d'euros, qui emploie 8000 salariés. Et malgré tout le temps qu'il consacre à cette entreprise, Patrick Tello garde encore un peu d'énergie pour être un militant de l'entrepreneuriat. Il est l'une des figures de Croissance Plus depuis, je crois, 2008. Militant également dans le domaine de l'humanitaire. Il est le fondateur d'une organisation dont il nous parlera ensuite, qui s'appelle Enfance et Nature. Il est également mécène dans différents cadres. Il va nous expliquer aussi comment aujourd'hui un personnage tel que lui, un patron d'ATI, qui est aussi un militant du family business, ce qui le met en mouvement et ce qui peut-être parfois aussi le met un peu en colère. Merci beaucoup Arnaud Legal. Bonjour Patrick Tello. Bonjour Philippe. Vous n'êtes pas en colère aujourd'hui? Pas du tout, et la description est très flatteuse que vient de nous faire Arnaud. Alors on va passer un super bon moment, je suis pas sûr que 2 quarts d'heure y suffisent avec ce parcours étonnant. À l'ESSEC à l'époque, c'était pas forcément ce à quoi se destinaient les étudiants que de créer leurs entreprises. Vous aviez déjà ça en tête? Oui, bien sûr. Tous les étudiants de l'ESSEC étaient assez motivés déjà à l'époque. Oui, mais peu créés. Mais en réalité, sur une promotion de 250, je pense que nous étions 2. C'est ce que j'allais dire. Motivés mais velléitaires. Absolument, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été velléitaire? Écoutez, je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Et c'était quoi? C'était de dépendre d'une structure, tout simplement. Je voulais être libre de créer, d'avoir des projets. Ça s'est senti quand, ça? À quel moment de Patrick comprend-il cela? Ça l'a pris assez tôt, je crois. Je veux comprendre. Oui, je l'ai ressenti dès ma scolarité. Avec des stages notamment? Non, parce que nous avons j'ai fait partie d'une équipe qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le salon de l'étudiant, qui était à l'origine d'une initiative de l'ESSEC. J'étais en 2e année, donc c'était déjà une petite entreprise que nous avons créée. Alors vous sortez de l'ESSEC en 74? Oui, promotion 74. Et tout de suite vous créez votre première entreprise? Ah oui, c'était une année sainte s'il en fut, puisque la même année... L'année de l'élection de Giscard d'Estaing. L'élection de Giscard d'Estaing, le diplôme de l'ESSEC, le mariage en juillet, avec toujours la même femme d'ailleurs, et je crée en septembre 74 ma première entreprise. Ex nihilo. L'idée vient d'où alors à ce moment-là? Oh, écoutez, c'est très simple, un contact, un ami, une relation. J'avais pas d'argent, donc j'ai créé une société de services de travail temporaire dans la mode parce que j'avais un ami. Pourquoi avoir identifié cette niche? Et parce que c'est des activités très saisonnières, tout simplement, et qu'on se rendait bien compte que les maisons de couture ne pourraient pas garder leurs ateliers indéfiniment et feraient appel à des sociétés d'intérim spécialisées comme la mienne. Et aujourd'hui, cette société qui réalise 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle continue 40 ans après. C'est quelle marque au sein du groupe d'ailleurs? C'est la marque KSI et Modelor. Il y a 2 marques et nous sommes le leader en Europe.
peut-être au monde d'ailleurs, puisque nous avons peut-être les 400 ou 500 meilleures couturières du monde que nous envoyons aux 4 coins du monde. Quel est le concept là de cette entreprise aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien quel service vous c'est apportez? très simple. Les maisons de couture doivent fabriquer des collections chaque année, et ces collections sont fabriquées à l'unité, dans des ateliers, et aujourd'hui, les maisons de couture, puisqu'elles n'ont plus de clients en haute couture, ou très peu, ont besoin de personnel supplémentaire pour fabriquer ces collections qui durent à peu près 1 mois et demi à fabriquer. Très spécifique. Haute couture, mais également prêt-à-porter, enfin les fameuses modèles que l'on voit à la télévision, à la radio. Oui, en gros. Je vois les yeux d'Arnaud qui brillent quand il pense à ça. Votre designer se dit que la tendance de la saison, ce sera des robes avec des perles de Tahiti brodées, et Patrick vous trouve quelqu'un pour les produire. Voilà. Formidable. Alors ça, c'est la première entreprise. Ça démarre tout de suite, ça, parce que c'est quand même une niche. Il fallait quand même y aller sur ce. Attendez, j'ai démarré dans un bureau qui faisait 25 mètres carrés avec une secrétaire à quart de temps. Donc tout ça commence doucement. Faut s'accrocher. Il faut avoir une obsession du client. Mais vous n'aviez aucune compétence dans ce domaine à l'époque. Non, du tout. Si. Non, bien sûr. Non. Mais j'ai grâce à cet ami qui était l'héritier de la maison Jean Patou, qui était une belle maison à l'époque, j'ai fait un stage de 2 mois dans une maison de couture et j'ai appris ce que c'était qu'une première main, une petite main, comment monter un modèle à partir d'une toile. Ça m'a passionné et donc à partir de là, j'ai pu recruter. Arnaud. On touche déjà là du doigt quelque chose qui est important, vous l'avez mentionné du reste tout à l'heure, Patrick, c'est votre culture client. Vous n'avez pas attendu que ce soit conceptualisé et à la mode comme aujourd'hui pour mettre ça au cœur de votre projet d'entreprise. Il faut nous en parler un petit peu. Écoutez, le seul objectif de l'entreprise, c'est le client. Tout le reste, c'est la conséquence de cet objectif. À partir du moment où on a des clients et qu'on sait les conserver, eh bien, on peut recruter, on peut investir, on peut distribuer de l'argent aux actionnaires quand il y a des bénéfices, on se développe, mais tout ça est basé sur un principe très simple. On est là pour servir des clients, des entreprises ou des particuliers, et c'est eux qui font le succès ou l'échec d'une aventure entrepreneuriale. C'est pas un truc que vous avez appris à l'ESSEC, ça. Parce qu'à l'ESSEC, je peux vous dire un truc, c'est que même en 82, on parle jamais du client. Jamais. C'est étonnant dans une école de commerce, mais c'est un truc qui m'avait frappé pendant 3 ans. Et puis dans la France des années 70, on n'en parlait pas beaucoup. Jamais, pas du tout. C'était un discours totalement de martien. Je dis et je répète à tous mes collaborateurs que leur patron, c'est pas moi, c'est le client. C'est lui qu'on doit servir. Non pas être servile, mais le servir au bon sens du terme, afin qu'il ait envie de continuer avec vous et de progresser avec lui. Alors Patrick Thelot, à quel moment l'entreprise sort de cette niche, qui est une très belle niche, j'en conviens, pour aller vers le groupe aujourd'hui Harmonia? Une indiscrétion de cocktail mondain. Allons-y, racontez-nous les coulisses, on veut connaître. Je m'ennuyais, c'était à la maison. Mais vous étiez déjà mondain à l'époque. Oui, enfin je faisais. Alors ça c'est pas comme ça que je le vois moi, mais bon. Parce que le réseau dans l'entreprise, c'est très important. Et donc, je m'efforçais d'aller dans des conférences, dans des cocktails. Et un jour, à l'Amérique latine, je me souviens bien, j'ai rencontré un garçon qui doit vivre encore. J'aimerais le revoir d'ailleurs. S'il nous écoute. Il doit être probablement en retraite. Il travaillait chez France Télécom et il m'a expliqué un métier que je ne connaissais pas, qui était l'externalisation des prestations d'accueil téléphonique, dont France Télécom avait de plus en plus besoin à la demande de ses clients, et j'ai trouvé que l'idée était géniale. Et je me souviens. On est en quelle année là à peu près? On est dans les années premier client 93, 94, il y a 20 ans. Donc jusque là vous aviez essentiellement ce marché de la mode qu'on évoquait. Oui, j'ai créé d'autres sociétés que j'ai revendues d'ailleurs dans des domaines très variés. Mais la rupture vient là à ce moment-là. La rupture c'est vraiment l'année 93-94 où je prends conscience de l'extraordinaire marché que constitue l'outsourcing, enfin, l'externalisation des services en entreprise. Pas forcément téléphonique, mais en général. Non, bien sûr. Attendez, depuis la guerre, des énormes groupes dans la restauration collective, la propreté, le gardiennage ont émergé, mais cette niche, l'accueil, très importante, c'est l'image de l'entreprise, c'est le premier contact, était en train de naître, et je me rends compte que c'est un métier difficile, important, stratégique même pour les entreprises, et qu'elles ne savent pas faire, parce qu'elles y mettent souvent des personnes dont elles ne savent pas trop quoi faire. Et donc nous avons apporté un vrai savoir-faire dans ce domaine, et cette idée
a explosé en l'espace de 4 ou 5 ans, en France bien sûr, dans le secteur privé, mais également dans le secteur public que nous développons de plus en plus aujourd'hui. Mais vous parlez d'accueil, mais Arnaud, c'était toute une série de services aujourd'hui. Oui. Ça a démarré par l'accueil en fait. Oui, nous étions d'abord et nous sommes aujourd'hui le numéro 1 français européen. Les jeunes femmes et les jeunes hommes qui jeunes, ils sont souvent jeunes d'ailleurs, qu'on trouve dans les accueils des grands groupes, des sociétés, des sièges sociaux. Dans les immeubles tertiaires, oui, mais pas simplement là, dans tous les événements, puisque nous sommes également sur le créneau de l'événementiel. Pensez que nous avons 1000 personnes à Roland-Garros pour accueillir les visiteurs. Nous avons 500 ou 600 personnes tous les samedis au Stade de France. Nous avons 800 Ça, c'est Mahola, hein, c'est la marque Mahola. Ça, c'est la société Mahola, alors que l'accueil en entreprise, dans les sièges tertiaires, mais également dans les industries, les entreprises de toute nature, c'est la société Faune Régie, Charleston, Seritex, voilà autant de noms d'entreprises que nous avons. Qui étaient des créations ou des rachats? Alors, il y a essentiellement de la création. Moi, je suis vraiment un fondateur, mais c'est croissance organique. Organique, la plus belle, la plus noble, évidemment. Elles sont toutes nobles, mais celle-là est belle. Celle-là, elle est belle parce qu'elle coûte pas cher et que vous formez l'entreprise à votre main, évidemment. Alors que quand vous rachetez une entreprise, et j'ai connu ça, il faut la remettre à sa main et c'est pas toujours très facile. Voilà. Donc oui, un marché formidable de l'accueil. Et puis, à la demande de nos clients, on a offert des services et des métiers complémentaires à l'activité accueil. J'en prends un exemple, des courses. Bien souvent, ce sont nos hôtesses d'accueil qui gèrent les courses. Eh bien, nous avons racheté un groupe de courses qui s'appelle Top Chrono et qui marche très bien et qui est très complémentaire de notre activité d'accueil. Les courses, c'est-à-dire les courses alimentaires? Les coursiers qu'on voit à Paris. Les courses, pardon. Vous savez, et les courses. D'accord, le métier du coursier, bien sûr. Qui amène un colis ou un pli d'un endroit à un autre. Mais nous avons aussi développé des prestations de courrier, parce que bien souvent, nos hôtesses gèrent du courrier, des prestations de petite maintenance. Enfin, les services à l'immeuble, à l'occupant. Allez, on marque une pause et juste après la pause, on retrouve Patrick Tello, le fondateur du groupe Harmonia, qui nous fait l'amitié de nous présenter son parcours et son groupe. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. On continue à creuser le parcours de Patrick Tello, le fondateur du groupe Harmonia. Mais Arnaud, j'apprends hors antenne que vos chiffres sont largement sous-estimés parce que et que quand il dit pas de croissance externe, c'est pas tout à fait juste. Non, mais c'est pour ça les chiffres tout à l'heure, ils étaient très précisément sourcés. Ce sont ceux effectivement d'Harmonia, c'est-à-dire l'entreprise historique de notre ami Patrick Tello. Mais effectivement, il est adepte de la croissance externe et une des plus spectaculaires en la matière, c'est celle qu'il a réalisée il y a quelques temps où il a racheté une entreprise qui est au moins aussi importante que son groupe, qui lui permet aujourd'hui d'être à la tête d'un groupe qui pèse plus de 600 millions d'euros. C'est le rachat d'ICTS et son développement dans le domaine de la sécurité, et notamment la sécurité aéroportuaire. Absolument. Et auquel s'ajoutent les 60 millions de l'entreprise initiale que vous aviez créée. Alors, ICTS, ce sont les gens qui m'obligent à me déshabiller dans les aéroports et qui m'énervent chaque fois, mais qui assurent ma sécurité, j'en conviens. C'est ça votre métier C'est tout à fait ça. Pas que ça s'appelle la sûreté aéroportuaire, donc la sûreté des personnes et des biens. Ce sont effectivement, on appelle ça des PIFL. Les PIFL PIF. Poste d'inspection filtrage, et qui sont chargés effectivement de vous demander courtoisement d'enlever vos ceintures, votre veste, vos chaussures au moment de prendre l'avion, évidemment dans un souci de préserver votre sécurité. Marché qui a explosé depuis le 11 septembre dernier. En gros, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est une explosion permanente. C'est un marché qui a explosé dans un marché qui explose. Alors le marché qui explose, c'est l'aérien. Bien sûr. Et on voit les succès d'Airbus et de Boeing, mais au sein de l'aérien, la sûreté. Le succès d'ADP aussi, ADP également, qui a un vrai savoir-faire formidable. Et au sein de l'aérien, la sûreté est une prestation absolument essentielle. Donc nous sommes effectivement sur un marché très porteur en France et à l'international. Nous avons acquis cette société il y a 18 mois. Là, pour le coup, c'est de la croissance externe. Oui. Vous avez acquis plus gros que vous. Oui. Qu'est-ce qui rendait cette cible acceptable pour vous et qui vous a permis de réaliser une telle opération? Écoutez, j'ai pris un grand risque, ça c'est sûr, mais je l'ai pris parce qu'un entrepreneur, quand il n'avance pas, faut mieux qu'il parte en retraite. Un entrepreneur ne vit qu'à travers des projets, sinon il vieillit et il disparaît. Donc cette opportunité s'est présentée. C'était le leader en Europe dans la sûreté aéroportuaire. Très très belle image. Entreprise de nature, d'origine française ou pas? Non. Oh non, elle a une origine tout à fait originale. Elle a une origine israélienne. D'accord. Elle a été fondée par 4 anciens agents du Mossad. Champion de la sécurité, a priori. Champion de la sécurité.
Depuis, elle a été rachetée par l'aéroport de Francfort, par un fonds d'investissement, et nous l'avons rachetée en 2013. Mais qu'est-ce qu'elle avait pour être une cible? Juste une légende veut que le poste de chef d'escale pour Elal a longtemps été une des solutions de reclassement pour les anciens du Mossad. Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Alors comment était-elle une cible pour vous? Parce qu'elle pesait plus lourd que vous, il fallait quand même... Est-ce qu'elle était à vendre ou bien est-ce que vous avez forcé la porte? D'abord, nous étions déjà un peu dans l'aérien. Ensuite, qui dit sûreté, dit accueil. Et qui dit accueil, dit sûreté. On voit bien que lorsqu'il y a des agents d'accueil dans une manifestation, dans un siège, n'importe où, il y a bien souvent un agent de sécurité de plus en plus en ce moment, en plus, qui surveille. Donc ce sont deux métiers, la sûreté et l'accueil, qui sont complémentaires, très liés. Voilà, nous étions dans l'aérien, c'est un marché porteur. Cette opportunité s'est présentée, on l'a saisie parce qu'elle ne se présente qu'une fois par siècle. Une entreprise de cette qualité à vendre, et nous l'avons redressée en l'espace d'un an. C'était appartenait à des fonds d'investissement à l'époque? Elle appartenait effectivement à un fonds d'investissement. Vous savez, les fonds d'investissement, ce ne sont pas des entrepreneurs, ils font un métier qui n'est pas le nôtre. Ils détestent quand on leur dit ça. Les gérants je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais mais je respecte beaucoup le métier qu'ils font, mais c'est pas tout à fait le nôtre. Un entrepreneur s'inscrit dans la durée, investit, a une vraie stratégie, alors que les fonds ont plutôt une vision à plus court terme. Ceci étant, cette affaire a été une formidable opportunité pour nous. Nous l'avons redressée. J'ai à mes côtés des N-1, N-2 de grande qualité, et nous venons de signer un très très bel appel d'offres avec Aéroport de Paris pour 5 voire 7 ans d'ailleurs, le plus gros appel d'offres que j'ai jamais signé de ma vie. Bravo, Arnaud. Alors comment est-ce qu'on structure ça? Est-ce que c'est le groupe Harmonia qui rachète? Est-ce qu'on monte une holding? Est-ce que on monte une structure ad hoc? Est-ce qu'on fusionne les deux groupes? Comment est-ce qu'on organise une opération comme celle-ci? Depuis longtemps, nous étions organisés à travers une holding qui s'appelle Sofinor et qui est une holding opérationnelle. C'est ça que je voulais vous amener, effectivement. Absolument. Une holding opérationnelle dans laquelle j'associe mes managers. Et au-dessus de cette holding opérationnelle Sofinor, il existe une holding familiale qui est le sanctuaire dans lequel seule ma famille et mes descendants auront place. Et ces deux holdings, en l'occurrence Sofinor, détient 100% de ces 3 grandes divisions qui sont ICTS, le groupe Harmonia et la société dans le recrutement à l'intérim de luxe et de mode. Mais pour vous, Patrick Thelot, comment est-ce que l'on gère autant d'activités? Même si vous dites qu'il y a des complémentarités entre la sécurité, la sûreté, l'accueil, la mode, etc. Vous-même aujourd'hui, Patrick Thelot, vous dites je veux pas m'endormir, en gros. Partant du principe que le succès est une invitation à s'endormir, ce qui n'est pas forcément votre cas aujourd'hui. Comment gérez-vous toutes ces activités? Alors évidemment, vous parlez de management, N-1, N-2. Ça suffit, ça? Il n'y a de valeur que d'homme. Et a fortiori dans l'entreprise de service. Donc tout ce que je fais, je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas des N-1, N-2, N-3, N-4. Ce n'est pas l'armée mexicaine chez nous, mais tout de même, il faut l'importance de l'encadrement est très très important. Donc aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de stratégie. Je m'occupe de mes managers et de mes directeurs pour travailler de concert avec eux. Et puis, je regarde les chiffres, les comptes, à partir de reporting qui sont organisés aux 4 coins du monde. Parce que je vais vous poser la question, il est mondial aujourd'hui, le groupe? Ah oui, le groupe est mondial. On parlait d'Europe, là, avec ICTS. Nous avons 25 filiales en Europe, et nous en avons 3 hors d'Europe, en Thaïlande, en Israël et au Canada. Nous avons 20 000 collaborateurs, dont 10 000 en France. Et nous créons plus de 1000 emplois par an chaque année. Sur quel type de marché? Est-ce que, par exemple, on évoque beaucoup l'Asie dans les entreprises qui explosent en ce moment. Vous êtes sur le marché asiatique? Est-ce que la Chine aujourd'hui est une cible pour vous? Oui, le marché asiatique, mais vous savez, il est déjà pas mal investi, le marché asiatique. Sur vos business, à vous? Oui. Ceci étant, nous avons 1000 personnes à l'aéroport de Bangkok. Non, nous croyons beaucoup au marché de l'Afrique et de l'Afrique francophone, sur lequel nous sommes en train de beaucoup investir, parce que là, il y a tout à faire. Sur quel business par rapport à votre groupe? C'était ceux de la sécurité? Essentiellement l'aérien et
la sûreté dans l'aérien. Où là, plus il y a que dans vraiment beaucoup de choses à faire. Non, l'accueil viendra s'agréger à l'activité de sûreté. Oui, et en fonction également de la structuration des villes et des pôles aéroportuaires qui en sont effectivement à leur balbutiement parfois dans une partie de l'Afrique. En Afrique, on le voit, on le sait, malheureusement, les contrôles exigés par l'IATA et par l'Europe ne sont pas toujours au même niveau d'exigence, etc. Puis je vous poser une question un peu plus personnelle parce que effectivement aujourd'hui vous êtes le président de Sofinor. Dans les documents qui sont régulièrement diffusés à votre propos, on retrouve encore la fonction de PDG d'Harmonia, dont on se rend bien compte que c'est presque réducteur par rapport à votre vie d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un attachement presque sentimental à l'aventure initiale ? Oui, vous savez, quand vous créez votre entreprise, que vous y êtes depuis 40 ans, que vous êtes seul au capital, ce qui est mon cas. C'était ma question, justement, parce que vous avez fait tout ça, le risque que vous avez pris, il était d'entrepreneur. Oui. Vous êtes seul au capital, vous avez financé par de l'emprunt, par de la dette? Alors, j'ai financé au début, j'ai fait beaucoup de créations organiques, et par conséquent, ça m'a donné les moyens. Comme j'étais seul au capital, je ne me distribuais pas beaucoup de dividendes, je conservais cet argent afin de faire des acquisitions sans trop m'endetter. Mais donc le groupe, une des forces du groupe, c'est d'être très très peu endetté. Est arrivé ICTS, où là, j'ai dû m'endetter, mais sans aucune difficulté, parce que l'affaire est belle, parce qu'il y a une logique industrielle, et que les banquiers aiment bien accompagner les entrepreneurs. Donc, je n'ai pas de directeur. C'est bien de le rappeler, parce que oui, les banquiers aiment bien, mais bon, peut-être aussi parce que le groupe est dans son domaine, un des plus prestigieux ou séduisant en France, je ne sais pas, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je crois que c'est une réalité. Nous sommes classés dans tous les classements existants en France. Donc, on s'est un peu endetté, mais raisonnablement. Et, je vous interromps un peu sur la question d'Arnaud, sur le côté affectif. Oui, alors quand vous créez effectivement l'entreprise et que vous en êtes le dirigeant, le seul actionnaire, le fondateur, il est évident que vous avez une relation très forte avec vos collaborateurs qui vous font confiance de façon absolue, ce qui est d'ailleurs peut-être un petit peu un danger. Mais oui, je n'ai pas de directeur général au niveau du groupe. J'ai une vingtaine de directeurs qui rapportent à moi. Et jusqu'à présent, c'est possible. Et puis, comme je veux transmettre, eh bien, 2 de mes enfants, sur mes 5 enfants, ont déjà rejoint le groupe. Et peut-être qu'un jour, reprendront la saga que j'ai créée et initiée il y a 40 ans. Ça dépendra de quoi, d'ailleurs? Oh, écoutez, il faut d'abord qu'ils aient du talent. Envie, je crois qu'ils aient du talent. J'attends qu'ils me le prouvent. Je pense que pour le moment, ça va bien. Mais ça se teste comment, le talent d'un enfant, dans son propre groupe? Compte tenu des enjeux, il y a 20 000 personnes en cause. La modestie, les résultats, ne pas se prendre pour un héritier avec une petite cuillère d'argent dans la bouche, faire ses preuves, et petit à petit, et naturellement, ils seront acceptés par mes directeurs qui... Et à un moment, tu es le père? Et papa partira faire le tour du monde en bateau, c'est un de mes rêves. Vous leur foutrez la paix dès qu'ils seront prêts? Oh, j'attendrai les résultats à partir d'un téléphone Iridium. On arrive à percevoir tout ce que l'on veut aux 4 coins du monde. Merci infiniment, Patrick Tello, de nous avoir d'abord rejoint ce week-end pour nous présenter le groupe Harmonia et le groupe... Il a gardé le nom d'ICTS d'ailleurs aujourd'hui. Absolument. Même si le groupe aujourd'hui... Voilà, c'est Harmonia et Sofinor si on veut véritablement tout embrasser. Exactement. Voilà. On marque une pause. Patrick Tello, l'entrepreneur aguerri que vous êtes, regarde ça avec une moue et un sourire affectueux, si je puis dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette aventure? Quelles questions vous aimeriez poser à Xavier? Bon, écoutez, quand je vois Xavier, j'ai l'impression d'être rajeuni de 40 ans. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Comme lui, je n'ai jamais signé de contrat de travail puisque je me suis créé mon premier emploi, comme tu l'as fait, Xavier. C'est formidable. Je trouve en plus que l'idée est tout à fait géniale, comme toute idée géniale, plus elles sont simples, plus elles ont de chances de réussir. Moi, personnellement, j'ai une paire de lunettes par pièce. Ben oui, moi par scooter par scooter, dans chacune des voitures, etc. Bon. Que le marché est immense, 6 milliards et demi d'hommes, on imagine, que la population vieillit, tout ça va dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, que l'affaire est appelée à faire un beau succès. Je voudrais quand même poser à Xavier une question. J'ai le sentiment que pour réussir, il faut travailler le design et l'image.
Alors le design, on voit bien ce que ça veut dire, innovation, etc. Mais je voudrais revenir sur l'image. Il faudrait que cette paire de lunettes soit portée par un people ou des people, qu'elle soit à la mode, que tout le monde ait envie de le faire. Et je me souviens, vous savez, de cette histoire incroyable avec le Chanel numéro 5, le parfum le plus vendu dans le monde. Grâce à qui? Grâce à Marilyn Monroe, qui un jour a dit qu'elle était vêtue de Chanel numéro 5 lorsqu'elle dormait la nuit. Donc, il faudrait que ces paires de lunettes soient portées par des people qui lancent le marché et que tout le monde ait envie de les porter. Alors, en une minute, Xavier Aguerin, quelle sera la Marilyn Monroe de 6 concepts? Alors, j'espère qu'il y a des people, qui nous écoutent écoutent et qui ont envie de porter nos lunettes. On sait que c'est déjà le cas. Je sais pas si je peux le citer ici à la radio, mais on sait que donc Inès de la Fressange porte nos lunettes. On a eu quelques échanges, voilà, magnifiques. On nous a également confié que Jude Law avait acheté une paire dans un des beaux revendeurs parisiens. Donc après, il faut que les gens le sachent, donc communiquer là-dessus. Mais on sait qu'on a des clients heureux et fidèles et justement des personnalités. Vous avez tenté de les approcher pour dire est-ce qu'on pourrait faire un coup ensemble? Façon George Clooney? Pour l'instant, très franchement, non. Mais ça peut être une piste pour la suite. On sait qu'il y a des marques qui ont décollé justement parce qu'une célébrité l'a mis en avant. Les belles histoires effectivement se multiplient comme ça. Il y a aussi, je précise quand même, des lunettes de soleil qui est une diversification aujourd'hui. Je n'ai pas précisé, vous avez raison. Solaire de lecture, ce qui existait très peu jusqu'à présent. Et ça n'existait pas en pharmacie. Ça existait, mais c'était pas en pharmacie, oui, avec très très peu, oui. Ouais. Très, très donc nous, l'idée c'est d'en faire vraiment un produit de mode. Et puis donc les solaires existent aussi sans correction, donc c'est aussi un nouveau marché qu'on s'ouvre. Les moins de 40 ans. Et les seniors étant de plus en plus jeunes, avec la Silver Economy, être à la mode, forcément, vous avez un avenir, comme le disait Patrick, formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous retrouve régulièrement, vous ou vos associés, dans cette chronique d'entrepreneurs. Il faudra nous trouver votre challenge à relever. On va les relever ensemble tout au long des mois à venir. Et non, j'allais dire, on marque une pause. On marque plus de pause. C'est une vraie grande pause. Jusqu'à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci Patrick Tello de nous avoir rejoints. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Restez avec nous sur BFM Business. Ciao.